Le Hezbollah a attaqué Israël et ce dernier lui a déclaré la guerre totale. L'Iran est devenu fou en attaquant 14 pays de la région, y compris des bases françaises et britanniques. Bonjour, je suis Arié et je vous présente cette mise à jour sur la guerre qui se déroule en ce moment au Moyen-Orient, ici depuis Israël. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 2 mars 2026, la nuit tombe sur Israël, et voici la mise à jour du 3e jour de guerre. La situation n'est plus un simple échange, c'est une guerre ouverte sur plusieurs fronts, avec des impacts directs en Israël, dans le Golfe, et avec des conséquences économiques qui se font déjà sentir dans le monde entier. Allons d'abord à l'essentiel. Aujourd'hui, Israël est entré en guerre ouverte contre le Hezbollah au Liban. Nous parlons du groupe terroriste. Le ministre de la Défense israélien, Katz, a été clair, il a dit que le Hezbollah allait payer un prix élevé pour les tirs contre Israël. Katz a désigné directement Naïm Qassem, le secrétaire général du Hezbollah, comme une cible à éliminer, le tenant pour responsable d'avoir décidé l'attaque sous la pression de l'Iran. Et Katz ne l'a pas dit sur un ton diplomatique. Il a déclaré que quiconque suit la voie d'Ali Khamenei le rejoindra bientôt. Au plus profond de l'enfer, avec tous ceux qui ont été éliminés de ce qu'on appelle l'axe du mal, il a également souligné un autre point clé. Il a dit qu'il n'y aurait pas de retour aux règles d'engagement qui existaient avant le 7 octobre. L'instruction selon Katz est de protéger les résidents du nord d'Israël et tous les citoyens avec toute la force nécessaire. Cette confrontation directe contre le Hezbollah a commencé très tôt aujourd'hui. Après que dans la nuit, vers 1h du matin, le groupe terroriste a mené plusieurs attaques avec des missiles et des drones depuis le sud du Liban. Ainsi, nous avons maintenant un nouveau front ouvert pour Israël, frappant le Hezbollah. Cependant, l'objectif principal reste de détruire et de vaincre le régime iranien et de neutraliser ses capacités lors de l'opération Rugissement du Lion afin de pouvoir éliminer totalement les menaces contre l'État juif et, selon le récit officiel, permettre aux citoyens d'Iran de se soulever contre le régime et de le renverser. Maintenant, que s'est-il exactement passé pendant l'aube ? Eh bien, il faut d'abord se rappeler que le même samedi, lorsque l'attaque contre l'Iran a commencé, le président du Liban a demandé à Israël de ne pas attaquer son territoire. À cela, Israël a répondu qu'il ne le ferait pas, à condition que le Hezbollah s'abstienne de rejoindre l'Iran pour attaquer Israël. Eh bien, l'abstention du Hezbollah n'a duré que 2 jours, puisqu'ils ont attaqué le nord d'Israël avec des missiles et des drones. La réponse d'Israël a été immédiate et ferme. Alors que des cibles du régime iranien étaient attaquées au cœur de Téhéran, en même temps, une vague d'attaques a été menée contre des dizaines de cibles du Hezbollah dans tout le Liban. Les estimations de Tsahal indiquent que 70 cibles ont été attaquées dans la région de Beyrouth et le sud du Liban lors des premières heures. On parle de hauts commandants touchés, de quartiers généraux, d'infrastructures et même d'un véhicule avec des membres de l'unité Radwan dans la zone de Kfar Dagal. Après ces tirs, la porte-parole de Tsahal en arabe a émis un avis d'évacuation pour 53 villages dans le sud du Liban. C'est ce qui nous permet de comprendre pourquoi nous avons aujourd'hui des vidéos de personnes au Liban regardant vers un point, attendant. Comme s'il s'avère qu'un missile allait tomber et qu'il allait frapper précisément une zone spécifique. Très précis, bien sûr, a confirmé Ounsa. Excellente vidéo CZ. Manicom, laissez-vous aller, F-Persos Miennet, j'envoie un pour. Au sein des quartiers de la société libanaise. C'est pourquoi, sachant qu'ils vont attaquer, les gens s'écartent et commencent à filmer, attendant simplement que le missile tombe. Et voici un détail qui explique la rapidité de la frappe israélienne cette nuit. Tsahal dit qu'elle s'est préparée à l'avance au scénario où le Hezbollah rejoindrait la guerre. Au commandement nord, la frontière a été considérablement renforcée en capacité défensive et offensive. Cela a permis de lancer une attaque rapide et puissante, sans rester vulnérable en défense.
Même avant le début de l'opération Lion ascendant contre l'Iran, Tsahal a assuré que, durant le mois dernier, elles ont mené des attaques significatives à travers tout le Liban afin de pouvoir affaiblir les tentatives de reconstruction du Hezbollah, et qu'il dispose d'une force puissante pour pouvoir soutenir l'Iran lors d'une éventuelle attaque conjointe. De plus, d'autres fronts ont été renforcés, dans le cadre d'une préparation globale à un scénario multifront. Au commandement du centre, l'effort contre le terrorisme a été renforcé, avec des dizaines d'opérations menées dans le commandement sud. Les forces continuent d'opérer et de défendre la ligne jaune de Gaza, et des troupes ont été renforcées le long des frontières occidentales et orientales pour protéger le sud, l'Arava, Eilat et le Neguev occidental. Pour ceux qui ne l'ont pas compris, ce qui se passe, c'est tout simplement qu'Israël est entouré de toutes parts par des ennemis. Et Tsahal, et ils disent donc qu'ils ont déployé de nombreuses forces aux frontières, prêtes en première ligne pour garantir une défense complète face à n'importe quel scénario. En seulement 3 jours de guerre, 110 000 réservistes israéliens ont été appelés. Comprenant que ce qui est attendu maintenant, puisqu'il n'y a plus l'obstacle du cessez-le-feu avec le Hezbollah qui limitait drastiquement les opérations d'Israël, on estime donc qu'il y aura une incursion terrestre très significative, ce qui va nous mener dans les prochains jours à une guerre non seulement aérienne, mais aussi avec des forces militaires terrestres israéliennes balayant tout le sud du Liban, dans un affrontement totalement ouvert contre les forces du Hezbollah. Et dans ce contexte, beaucoup pourraient non penser que le groupe terroriste Hezbollah n'a plus grand-chose avec quoi répondre. Eh bien, permettez-moi de vous parler des capacités actuelles du groupe terroriste, qui reste encore le plus grand du monde. Selon des estimations citées par le Centre de recherche et d'éducation Alma, le Hezbollah disposerait d'environ 25 000 missiles et roquettes, pour la plupart de courte et moyenne portée. On estime une capacité de lancement allant jusqu'à des dizaines de roquettes et de missiles par jour. Mais avant de commencer, je voudrais vous raconter l'histoire de cette fiole, qui m'a vraiment étonné et je pense que vous devriez la connaître aussi. Cette fiole renferme une histoire incroyable, qui était inconnue jusqu'à présent. À l'intérieur se trouve de la terre du mont du Temple à Jérusalem, sauvée par des archéologues après que des milliers d'années d'histoire aient été réduites en ruines. C'est notre chance d'empêcher l'histoire de disparaître. Démarrez l'année avec un lien personnel avec Jérusalem. Cliquez sur le lien dans la bio ou scannez le code pour profiter d'une offre spéciale. En ce qui concerne les drones, on parle d'environ 1000 drones suicides, ainsi qu'un nombre non spécifié de drones tactiques. En termes de forces humaines, il y aurait entre 40 000 et 50 000 combattants actifs et entre 30 000 et 50 000 réservistes, et l'unité Radwan, l'unité d'invasion la plus sophistiquée, est estimée à environ 5 000 membres, dont environ 3 000 combattants et 2 000 membres de soutien et de logistique. Comme vous le voyez, il s'agit de chiffres importants. Cela pourrait facilement être l'armée d'un pays. Donc nous parlons d'une puissance militaire significative capable d'infliger de lourds coups à l'État d'Israël. Avec ce nouveau front ouvert, ce à quoi nous faisons face ici en Israël, c'était une guerre ouverte. Bien sûr et très probablement prolongée, non pas de quelques jours, mais de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. D'après l'expérience que nous avons déjà de ce qui s'est passé à Gaza et dans le contexte des attaques du Hezbollah contre Israël. Hier soir, pour la première fois dans l'histoire, on a pu voir en fonctionnement et dans un véritable conflit l'utilisation de la technologie militaire. Laser à haute puissance. Nous parlons du déploiement de l'Iron Beam, ou rayon de fer en français, le système de défense laser israélien. Ce que vous voyez à l'écran, c'est l'Iron Beam en action, qui est déployé juste à la frontière avec le Liban. Sur les images, on le voit en train d'abattre les missiles que le Hezbollah était en train de tirer et qui, une fois qu'ils atteignaient une certaine altitude, étaient localisés par le système qui tirait immédiatement. Le rayon laser, il vaut la peine de le préciser, est imperceptible à l'œil humain. Sur les images que vous voyez, lorsque le rayon laser est visible, c'est parce qu'il y a des caméras spéciales pour le rendre visible. Et ce qui est montré alors, c'est la neutralisation des missiles juste au moment de leur phase de lancement. Ceci marque un tournant non seulement pour la défense aérienne d'Israël, mais aussi pour l'histoire des guerres contemporaines. Très probablement, nous commencerons alors à voir beaucoup plus d'images de l'Iron Beam dans son déploiement complet.
Bien, passons maintenant au front avec l'Iran. Khamenei a littéralement perdu la tête, il a perdu la raison. Et il semble qu'il soit entré dans un mode du genre « Si nous sombrons, tout le monde sombre avec nous ». Écoutez ceci rien que dans la nuit d'hier et ce qui s'est passé aujourd'hui. L'Iran a frappé 14 pays ou territoires dans la région et, dans certains cas, des bases militaires d'alliés de l'OTAN, atteintes pour la première fois. Je vais vous résumer cela pays par pays, comme cela est rapporté en Israël. Pendant la nuit et aujourd'hui, différentes vagues d'attaques ont eu lieu contre plusieurs villes du pays, y compris Jérusalem, avec un impact direct malheureux, celui d'un missile balistique. Dans la ville du sud d'Israël, Beersheva, 74 personnes ont été blessées par des éclats. Et grâce à l'Éternel, il n'y a pas eu de perte fatale. Et à l'aéroport d'Abu Dhabi, il y a eu un mort et 7 blessés. À Dubaï, on signale un impact dans une zone de l'aéroport avec 4 blessés et un chaos dans les vols. À Bahreïn, un incendie massif a été signalé dans le complexe des opérations de soutien naval qui abrite le quartier général de la 5e flotte de la marine des États-Unis. De la fumée noire dans le ciel, visible à des kilomètres à la ronde. Au Koweït, il a été signalé que le terminal de l'aéroport avait été touché et que la base aérienne Ali Al-Salem avait été bombardée. Au Qatar, il a été rapporté que la base aérienne Al-Udeid avait été atteinte. C'est la plus grande base américaine de tout le Moyen-Orient. En Arabie Saoudite, des explosions nocturnes ont été signalées à Riyad. En Jordanie, des interceptions de missiles balistiques ont été rapportées, mais avec des débris en feu tombant dans des zones civiles. En Irak, il a été rapporté que des bases militaires américaines dans différentes régions du pays ont été ciblées. À Oman, des impacts directs ont été signalés. En Syrie, d'autres impacts ont été rapportés. À Chypre, il a été signalé que la base britannique du Royaume-Uni à Akrotiri a été directement touchée. Rappelons que dans le rapport d'hier, je vous disais qu'il y avait eu une tentative d'attaque, justement hier, mais qu'elle avait été interceptée sans atteindre les objectifs. Aujourd'hui, la chance n'a pas été la même et un impact direct a été documenté. Ce qui marque que, pour la première fois, un allié de l'OTAN, le Royaume-Uni dans ce cas, a vu une base militaire attaquée. Mais quelques heures plus tard, une frappe contre une installation française a été signalée, c'est-à-dire le deuxième cas concernant un membre de l'OTAN. L'impact a eu lieu sur la base française aux Émirats arabes unis. Et il est rapporté qu'un camp de l'OTAN lié à l'Italie au Koweït a également été touché par les missiles. On signale une perturbation dans le détroit d'Ormuz en raison de la fermeture provoquée par l'Iran, par où l'on estime qu'environ 20% du pétrole mondial transite. De nombreux vols sont suspendus dans une grande partie du Golfe. Et on parle d'un rythme de 170 missiles balistiques tirés en seulement 24 heures par l'Iran contre ces 14 nations. La phrase qui résume tout, et ça fait mal de le dire, c'est celle-ci. Cela ne ressemble plus à un conflit régional, cela commence à ressembler au début de quelque chose de bien plus grand. Et il y a certains points de la journée qui sont importants parce qu'ils illustrent une image beaucoup plus complète, plus générale. Vers 7 heures du matin, une attaque de drone contre une installation pétrolière saoudienne a été signalée. Ensuite, les alliés houthis de l'Iran depuis le Yémen ont attaqué des installations pétrolières de la compagnie Aramco en utilisant des drones de type Shahed 136. Selon le rapport, plusieurs drones ont été dirigés vers Ras Tanura, sur la côte orientale de l'Arabie saoudite, où se trouve l'un des complexes les plus grands et les plus importants du monde pour l'exportation et le traitement du pétrole. Au milieu du chaos provoqué par toutes ces attaques iraniennes dans la région, les défenses patriotes au Koweït ont abattu par erreur 3 chasseurs F-15E, les Strike Eagle américains. Cela, selon ce qu'a confirmé le CENTCOM, les 6 pilotes ont réussi à s'éjecter et ont été secourus vivants, dans un état stable, modéré. Il s'agit d'un incident grave de coordination en pleine guerre, une erreur d'identification à un moment de pression maximale. Ce qui permet de voir que, dans la guerre réelle, l'expérience compte énormément. C'est quelque chose dont aucun de ces pays du Golfe, manifestement, ne dispose. Ils ont de grandes armées très bien équipées, mais avec peu d'expérience en guerre réelle, un domaine dans lequel Israël a beaucoup d'avance sur eux. À l'écran, je vous montre la documentation d'un pilote américain qui a atterri au Koweït avec son F-15 endommagé et a subi des blessures légères.
Dans la vidéo, on le voit au moment où les habitants locaux l'évacuent. Grâce à Dieu, il a pu atterrir en territoire ami, sinon, à ce moment-là, l'histoire aurait été très différente. Merci de nous avoir aidés autant que nous avons pu. Eh bien, et pendant ces 3 jours de guerre, les attaques d'Israël et des États-Unis contre l'Iran sont estimées à plus de 400, rien que dans la capitale iranienne, et à plus de 6500 frappes aériennes dans tout l'Iran. Ce sont des chiffres énormes, monumentaux. Bien, et quelque chose d'important, 42% des personnes qui regardent cette chaîne, vous y compris, ne sont pas abonnés ou pensent l'être, mais en réalité ne le sont pas. Alors vérifiez que vous êtes bien abonné, il vous suffit d'appuyer sur le bouton s'abonner et d'activer la petite cloche. Beaucoup de gens continuent aussi d'écrire dans les commentaires que le système ne les laisse pas s'abonner ou que le bouton n'apparaît pas. Alors vérifiez si c'est aussi votre cas. Et rappelez-vous que les adhésions sont actives, ce qui vous donne accès au groupe privé WhatsApp, où nous partageons des informations, des photos, des vidéos tous les jours. Bien, et attention car le ministre de la Défense japonais a lancé un avertissement ferme, et il a déclaré qu'il ne faut jamais permettre au régime iranien de posséder des armes nucléaires. Et dans le même ordre d'idées, il exprime un soutien explicite à l'action militaire de Donald Trump et d'Israël contre les ayatollahs, contre le régime iranien. La lecture essaie que l'axe anti-Iran se renforce de plus en plus et que l'Europe bouge elle aussi. Il a été rapporté que la France n'est pas restée les bras croisés après l'attaque contre sa base à Abu Dhabi. Le porte-avions nucléaire, Charles de Gaulle a mis le cap sur la Méditerranée sur ordre exprès de la présidence afin de faire face aux attaques iraniennes contre ses intérêts dans la région. De plus, le président Macron a annoncé que la France augmentera le nombre d'ogives nucléaires pour la première fois depuis des décennies et qu'ils ne communiqueront plus de chiffres concernant leur arsenal. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de bruit en ce moment et beaucoup de choses commencent à se passer très rapidement. Passons maintenant à quelques données opérationnelles officielles. Selon les rapports actuels, Tsahal a révélé des chiffres concernant l'opération Rugissement du Lion jusqu'à présent. Plus de 2500 armes utilisées et environ 600 infrastructures terroristes du régime iranien détruites. Du côté américain, le général Tom Keane, chef de l'état-major interarmé, a décrit le coup, avec plus de 100 aéronefs depuis la terre et la mer en une seule vague synchronisée. Chasseurs, ravitailleurs, avions de détection avancée, guerre électronique, bombardiers et plateformes sans pilote. Il a déclaré que depuis le début de l'attaque, déclenchée et menée par la CPDI et facilitée par le renseignement des États-Unis, un déploiement militaire incroyable a été réalisé. Il a décrit que les premiers assaillants venant de la mer étaient les Tomahawk déployés par la marine des États-Unis, s'approchant du flanc sud de l'Iran, et que sur le terrain, des armes de précision à longue portée ont été tirées. Des mesures délibérées, précises et létales. Selon cette description, plus de 1000 cibles auraient été atteintes par les États-Unis au cours des premières 24 heures. Bien, maintenant passons à quelque chose de très important. On rapporte que le Qatar a arrêté la production de gaz à la suite des attaques. Cela avait entraîné une hausse de 50% du prix du gaz en Europe en une seule journée, et aux États-Unis on signale une augmentation de 5,2% du prix de l'essence. Il est mentionné que Qatar Energy a arrêté la production de gaz naturel au milieu des bombardements continus sur Al-Udeid. Comprenons que si le Qatar, l'un des plus grands exportateurs de gaz au monde, est paralysé, et si le détroit d'Ormuz est fermé et interrompu, le monde pourrait entrer dans une crise énergétique mondiale similaire à celle de 1973 et très rapidement. Donc nous devons rester très attentifs, car ce conflit s'intensifie dans de nombreuses directions. Et avec cela, je vais conclure cette mise à jour d'aujourd'hui. Ici en Israël et dans le monde juif entier. Ce soir même, ici, on célèbre Purim. Et Purim, ce n'est pas seulement des déguisements, du bruit et des bonbons. Purim est une fête de la mémoire. C'est un rappel. C'est l'histoire du moment où le peuple d'Israël était littéralement condamné à être anéanti.
Et l'Éternel, d'une manière qui semblait impossible, a renversé le décret, a dévoilé le plan et a délivré son peuple des mains de Haman. L'Amalécite, vous pouvez le trouver dans les textes bibliques, dans le livre d'Esther. Bien. Et la raison pour laquelle cela importe aujourd'hui, c'est que dans chaque génération, un Haman se lève avec la même obsession, effacer Israël de la carte. Quand on entendait le grand dirigeant Khamenei et le régime iranien jurer l'anéantissement du peuple juif, il est inévitable de sentir que l'histoire se répète, avec d'autres noms, d'autres uniformes, d'autres armes, mais avec le même esprit. Pourim nous rappelle aussi que même lorsque tout semble perdu, lorsque le danger est réel et que le monde tremble, l'Éternel a toujours le dernier mot. Alors aujourd'hui, plus que jamais, que ce soit un Pourim de force, d'unité et de clarté, de comprendre que ce n'est pas d'avoir une bonne armée ou la meilleure, ce n'est pas d'avoir les meilleurs avions ou le meilleur renseignement. C'est la conviction de savoir que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est lui qui protège son peuple, le délivre des griffes de ses ennemis et fait qu'ils succombent dans leurs propres plans. Merci de m'avoir accompagné dans cette mise à jour, abonnez-vous, partagez cette vidéo et ne partez pas sans laisser un like. À bientôt.